Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important, qui consiste à mettre en relation l'intelligence et l'émotionnel, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'avais déjà expliqué qu'effectivement pour moi, pour qu'un être soit pour qu'un être soit équilibré, épanoui, etc., il faut absolument qu'il ait ces deux côtés, émotionnel et intelligence, qui soient interconnectés. Et cependant il ne faut pas non plus que l'un interagisse trop sur l'autre. Je vais m'expliquer. Donc, quand je parle comme ça, je pense aux tests de QI notamment. Quand on fait passer un test de QI, alors peu de personnes se rendent compte qu'en fait, quand vous êtes devant un praticien, donc la personne normalement doit regarder la manière dont vous réagissez lors de la passation du test. Donc quand vous faites un testing par internet ou par exemple, cette valeur-là n'est pas très... Enfin, la valeur que le test va vous donner n'est peut-être pas très représentative, certainement parce que vous n'avez pas de cadre, vous n'êtes pas en interaction avec une personne, et donc du coup tout ce côté-là n'intervient pas et on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas le décoder, on ne peut pas l'interpréter, on ne peut rien en faire en fait. Donc faites attention, si vous passez des tests par internet et que vous croyez que ça a une réelle valeur, la plupart du temps ça a une valeur qu'approximative, parce que un test de QI est à mettre en rapport avec l'attitude de la personne, et donc souvent on filme la personne quand elle passe à un test du QI, si elle est d'accord, c'est idéal. Sinon on fait des enregistrements pour voir un petit peu les temps de latence, etc. Donc un temps de latence, c'est un temps d'attente tout simplement avant de fournir une réponse, etc. Pourquoi ? Parce que s'il y a quelque chose qui est plus compliqué, ou il y a des chocs émotionnels, comme on appelle ça, la personne va mettre plus de temps à répondre. Donc c'est valable pour les tests de QI, c'est valable pour les tests de personnalité. C'est comme ça qu'on va décoder en fait la survenue des émotions, des sentiments, et l'impact que ça va avoir éventuellement sur l'intelligence. Donc, on sait tous, par exemple, normalement on l'a remarqué dans notre vie, on a tous connu des situations où effectivement au niveau de l'intelligence, on était un petit peu embrumé, on va dire, au niveau de nos idées, au niveau de notre façon de faire habituelle, parce que il s'agissait d'une situation qui était fortement émotionnelle. Alors je vais prendre une situation que normalement tout le monde connaît, tout le monde a déjà vécu plus ou moins. C'est lorsque par exemple on doit déclarer ses sentiments à quelqu'un. Quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous devez lui déclarer vos sentiments, ou même à l'inverse dire des sentiments de colère, ça peut être très très difficile, et du coup vous pouvez en perdre vos moyens, c'est-à-dire ne plus arriver à articuler correctement, ne plus arriver à en parler, ne plus arriver tout simplement à avoir recours à votre intelligence, perdre vos pensées, le fil de vos idées, etc. Parce que justement il y a un impact émotionnel sur votre intelligence et sur vos performances en fait. Et donc quand on mesure quand on fait un test de QI, entre guillemets, on pense mesurer l'intelligence, mais pas seulement. On mesure aussi comment vos émotions vont impacter vos performances, si vous voulez. Et donc c'est vraiment important dans une passation. C'est certainement encore plus important quand on a une personne qui est hyper émotionnelle en face de nous, ou qui traverse une période très difficile. Par exemple, dans le cas de deuil, on sait tous que notre mémoire risque d'être altérée, et c'est tout à fait normal. Donc une personne qui est aux études, qui va vivre un deuil, va forcément étudier moins facilement, ou même dans le cas d'un chagrin amoureux, vous allez étudier moins facilement que si vous avez une bonne stabilité émotionnelle. J'entends par là pas de problème relationnel important, pas de perturbations extérieures à ce niveau-là. Donc on voit très bien que l'émotionnel va jouer sur l'intelligence, et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Ils croient qu'on mesure seulement l'intelligence et qu'on ne va faire que ça. C'est une très grosse erreur, c'est vraiment capital de tenir compte de l'impact de l'intelligence et de la situation pour analyser un test de QI, et c'est normalement ce que le psy, quand il est en tout cas qualifié, doit faire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement se fixer sur les réponses que vous avez fournies lors de la passation du test, mais il doit aussi tout à fait tenir compte de la situation dans laquelle vous êtes et de vos réactions. Quelqu'un par exemple qui va passer un test, qui va rigoler tout le temps, on va sentir qu'il y a une certaine gêne, qu'il y a quelque chose qui est là derrière, qui est caché. Et donc il faut en tenir compte dans les résultats. Quelqu'un qui va revenir tout le temps sur ses réponses, qui va hésiter en permanence, forcément va avoir un résultat qui va être moins haut que son quotient intellectuel normal, c'est-à-dire que cette personne-là, on peut lui rajouter facilement une dizaine de points en plus
Si vous avez remarqué ça tout au long du test, en tout cas, vous pouvez en déduire que de toute façon, cette personne-là manque de confiance en elle et va automatiquement avoir une diminution de son QI, enfin des résultats du QI. Et donc vous devrez adapter le résultat du test en fonction de la situation. Donc je voulais donner d'autres exemples pour ceux qui doutent encore du fait que l'émotionnel va jouer sur votre intelligence, en tout cas sur vos performances, puisque un test de QI en fait mesure plutôt les performances pour essayer de détecter quelle est votre intelligence, votre niveau d'intelligence, mais ne mesure pas vraiment, on parle de mesure d'intelligence, mais en réalité ce sont plutôt des performances. Performances évidemment qui demandent un certain contrôle du langage, un certain contrôle aussi du calcul mental, etc. Donc certaines aptitudes scolaires, certaines connaissances, donc ça ne mesure pas seulement l'intelligence, ça ne s'arrête pas à ça. Et c'est pour ça qu'un test de QI est toujours mis en rapport avec l'âge que vous avez, parce qu'effectivement plus vous êtes âgé, plus vous avez normalement eu de temps pour acquérir des connaissances, pour développer votre réflexion et donc avoir une aptitude plus grande normalement, performer davantage. Donc tout ça a été étudié, bien entendu. Les personnes qui ont créé les tests de QI ne les ont pas créés n'importe comment, ils les ont réadaptés au fur et à mesure. Il y a plusieurs versions et c'est pour ça, donc on a réadapté au fur et à mesure les tests de QI parce que la population aussi évolue et la manière dont socialement nous nous comportons est un petit peu différente donc par rapport au siècle dernier. Et donc forcément, il y a une évolution qui fait qu'on doit tenir compte aussi de l'époque dans laquelle vous êtes, de l'âge auquel vous passez le test et des circonstances dans lesquelles vous êtes. Donc ça ne se fait pas uniquement comme ça, il y a tout un entretien qui est derrière, un entretien psychologique, un entretien, minimum un en tout cas, parce que généralement on fait un test de QI après avoir été suivi d'une certaine manière. Ça peut être une autre personne qui vous fait passer le test de QI, mais la personne qui doit interpréter vos résultats, ça doit être le psy qui vous suit en consultation. Parce que votre histoire personnelle va impacter aussi et va permettre de décoder, d'interpréter davantage de façon adéquate votre façon d'être et du tout votre intelligence, vos performances. Parce qu'il faut remettre tout ça en relation avec votre situation éventuelle et avec l'émotionnel qui est là, qui va perturber. Alors donc pour ceux qui doutent encore que l'émotionnel impacte vraiment la performance, eh bien pensez simplement à la première fois que vous avez passé un examen oral. Peut-être que vous avez été tétanisé simplement parce qu'il y avait d'autres personnes qui vous écoutaient. La première fois que vous avez fait une élocution, la première fois que vous avez dû parler en public, souvent beaucoup de personnes peuvent perdre leurs moyens alors qu'en tête-à-tête ils sont tout à fait performants. Par exemple, si vous êtes filmé, par exemple, il y a des personnes qui perdent leurs moyens à ce niveau-là. Quand ils vont dans des émissions, quand ils sont face à des professionnels, ils se disent mais voilà, si je dis une connerie, ça va se savoir tout de suite. Il y a des traces et voilà. Donc effectivement, les émotions vont jouer énormément. Et je pense que justement, à ce niveau-là, la vie professionnelle est assez mal adaptée. Donc évidemment aux surdoués qui lui justement, donc il y a toute une série de surdoués, donc c'est pas tout le monde, c'est pas tous les surdoués, mais il y a une partie des surdoués en tout cas qui sont tellement impactés fortement par leurs émotions qui vont sous-performer au test de QI, voire carrément le rater, entre guillemets, si on peut rater un test de QI. En tout cas, ne pas arriver à 130, puisqu'on estime qu'un surdoué l'est à partir du moment où il atteint un QI de 130. Maintenant, il peut arriver qu'on ait quelqu'un qui soit aux alentours de 115-120, qui soit tout à fait surdoué, mais en fait, avec l'impact émotionnel que ça a, donc il est tout le temps en train de revérifier les réponses, donc il revient sur les items précédents en permanence, donc il va perdre du temps, donc ses performances vont être moins rapides, il va douter lui-même, si par exemple il sait qu'il est pas très performant dans un domaine, eh bien ça va diminuer encore sa performance parce que il va se dire oh là là mince je ne vais pas réussir ça, et le temps qu'il se dise ça, eh bien ça va impacter effectivement la compréhension de l'exercice éventuellement et donc les résultats du test. Donc c'est pour ça qu'on rajoute facilement une dizaine de points dans ce cas-là.
Quand on voit vraiment que c'est tout au long du test que la personne est complètement perdue, qu'elle en fait elle essaye de savoir quel impact ça va avoir et se tracasse de savoir si s'il ne va pas être en marche par rapport aux autres, soit dans les hauteurs, soit dans les bassesses plutôt, parce que le surdoué, comme il n'a pas très confiance en lui, il pense qu'il va peut-être être dans les 90, enfin avoir un résultat de 90 ou des choses comme ça, il va dire mince, si je suis en dessous de la moyenne, tout le monde va me pointer du doigt, etc. Moi, enfin voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais aux études et que évidemment, quand vous êtes en études supérieures, vous avez à côté de vous des gens qui sont plutôt très intelligents quand même, hein, faut le dire, on se rend pas compte toujours quand on est aux études qu'effectivement les personnes qu'on a à droite et à gauche de nous, ben, c'est des gens qui sont quand même arrivés là où ils sont. Donc moi j'étais en deuxième année déjà, donc quand on a réussi une première année, c'est quand même une preuve qu'il y a quelque chose, qu'il y a une compétence derrière, une aptitude qui est là. Et donc je me disais mince, pourvu que je ne sois pas la dernière ou largement en dessous des autres, etc. Et donc ça me stressait énormément. Et ça c'est une preuve par exemple que l'émotionnel peut agir tellement sur les résultats que ça peut les impacter. Maintenant, parfois, ça les impacte de façon temporaire, puisque ça dépend comment on est arrivé ensuite à plus ou moins gérer ses émotions. Donc il faut un long travail, qui est le travail d'une vie, je dirais, pour gérer vraiment l'émotionnel quand on a en tout cas des émotions qui sont très fortes. Alors malheureusement, la vie professionnelle est assez mal adaptée, donc une fois qu'on a fini ses études, etc., si on a vraiment une émotion qui est très forte, malheureusement, la vie professionnelle, qui nous demande uniquement d'être intelligent et de performer, va être assez mal adaptée au fait que vous ayez des sentiments. La plupart du temps, on vous demande justement de ne pas faire de sentiments et de performer en permanence. Surtout dans le monde actuel, ça s'accentue. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ressentent cette pression-là, qui se disent mais on me demande de faire des chiffres, d'être rentable, de vendre énormément, beaucoup de clients, voilà, de répondre au plus de nombre de personnes possible en un minimum de temps, etc., etc. Et donc, évidemment, quand vous avez quelque chose qui est émotionnel, qui arrive et qui impacte la performance, ben à ce moment-là, ça risque de poser problème au niveau de votre vie professionnelle. Et donc, c'est ça que je dis, que la vie professionnelle est assez mal adaptée. On vous demande surtout de cacher vos émotions, voire de vous renier quelque part. Et ça, c'est assez négatif pour la personnalité en tant que telle. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais appuyer. Et donc, quelle est la vie, quel est le boulot idéal pour un surdoué, par exemple, qui justement est quelqu'un qui fonctionne avec ses émotions? Eh bien, c'est peut-être pas. Ça peut être quand même d'être employé, ouvrier, etc. Dans une société, à partir du moment où on lui laisse assez de liberté, où il va être très autonome, où on va lui donner carte blanche, là ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour le surdoué et donc il peut tout à fait s'épanouir dans une situation telle que celle-là. Par contre, s'il est fliqué en permanence, s'il va être contrôlé en permanence, si on va lui demander de performer en permanence, ça risque effectivement de poser plus de problèmes et c'est peut-être nettement moins adapté à sa personnalité. Il ne faut pas en avoir honte, je pense que vraiment il faut tenir compte de sa personnalité pour se choisir un boulot adéquat. Maintenant, évidemment, on est dans une situation où la plupart du temps, quand on a un boulot, on est déjà content. Donc, on choisit de moins en moins un boulot qui nous convient. Et c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, à long terme, ben, ça n'est pas très intelligent puisque on va se retrouver soit malheureux et toujours avec un boulot ou soit carrément avec plus de boulot parce que ben, on n'aura plus réussi à continuer dans des situations où on aura l'impression de devoir mentir, de devoir tricher en permanence sur ce qu'on est. Et donc c'est vraiment, ça va créer un inconfort qui est permanent. Et donc moi, ce que je recommande dans ce cas-là, pour moi, l'idéal, en tout cas pour un surdoué, c'est quand même toujours d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté. Donc, par exemple, d'être indépendant. Maintenant, indépendant ne veut pas dire que la route est toute tracée, que ça va être super facile, parce qu'il y a effectivement des choses qui vont être compliquées pour le surdoué. Ça va être la gestion de son temps, parce que généralement surdoué est quelqu'un qui perd la notion du temps à un certain moment dans la journée, et donc qui peut partir un petit peu dans tous les sens, donc il va devoir avoir une ligne directrice, conductrice, essayer d'organiser son travail, faire des listes, etc., des listings. Je pense que j'avais déjà expliqué comment essayer
de canaliser sa pensée sur un sujet précis justement en étant concentré sur une liste de choses à faire et en y revenant en permanence, en les affichant en permanence sur le portable, sur les murs, les portes, les miroirs, où on veut en fait, pour avoir cette liste en permanence sous son nez quand on travaille, pour ne pas non plus s'égarer dans tous les sens et au final n'être pas productif du tout. Voilà, donc je voulais donc faire le point là-dessus. Je pense que l'émotion et l'intelligence est vraiment interconnectée dans tout être normalement constitué, sauf effectivement les personnes qui se sont coupées de leurs émotions. Alors pourquoi? Assez tôt, l'enfant va sentir que l'émotionnel n'est pas accepté socialement, va justement lui permettre de sous-performer, etc. Alors si ça le dérange très fortement, si on lui demande par exemple, si les parents demandent des résultats assez élevés, surtout si le surdoué était détecté, on va peut-être avoir tendance à lui demander des résultats plus hauts que les autres qui sont non détectés quelque part. On va dire qu'il y a une certaine chance à ne pas être détecté à ce niveau-là. Et donc du coup, il peut se couper en tout cas de ses émotions, en tout cas les mettre bien à distance malheureusement, pour performer en fait. Au niveau scolaire par exemple, pour satisfaire les parents, etc. Puisque le surdoué adore satisfaire les autres et surtout les personnes qu'il aime. Et malheureusement, ça va impacter fortement son avenir, puisqu'à un moment donné, les émotions vont refaire surface, puisque ces émotions-là, il faut une certaine pression interne pour les maintenir cachées. Et donc, ça va créer en fait du stress, de la somatisation, des douleurs de toutes sortes. Hein. Ça peut être des maux d'estomac, des maux de tête, des maux de ventre, des maux aux articulations. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, des maux de dos. Qui peuvent impacter justement la santé du surdoué et avoir à long terme en tout cas un effet néfaste. La plupart du temps quand vous reniez une partie de vous-même, ça ne peut être que néfaste. Ce que je recommande, c'est de toute façon coucher vos émotions, même les émotions négatives auxquelles vous n'avez pas envie de penser, plutôt que de les renier, couchez-les sur un papier et dites-vous chaque fois que vous y pensez, ok, c'est écrit, je n'ai plus besoin d'y penser, je ne vais pas l'oublier puisque c'est écrit, j'ai mis ça sur le côté et je reviendrai éventuellement à ça plus tard quand j'aurai du temps, quand je serai seule avec moi-même, etc. Mais n'allez pas enterrer vos émotions, n'allez pas renier tout ça, parce qu'honnêtement, ça crée plus de problèmes que de solutions. Et il vaut mieux solutionner quelque chose directement, parce que c'est plus simple, et parce que c'est à la conscience là, et parce que donc on peut travailler directement dessus, plutôt que de le mettre comme ça dans... Enfin, de renier, de combattre ça. Et au final, après, on ne sait plus pourquoi on a ce problème d'anxiété. On ne sait plus pourquoi, parce que on l'a tellement renié et tellement créé une certaine pression interne que cette pression interne-là a du mal à se décanter. Et forcément, le travail du psy, c'est aussi d'aller rechercher les événements passés qui ont créé des nœuds, hein, des situations douloureuses qu'il va falloir dépatouiller voilà, pour améliorer votre vie en tout cas. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment que si au jour d'aujourd'hui vous vivez... Ouais, j'adore cette expression, c'est vraiment une mauvaise expression, mais voilà. Si aujourd'hui vous vivez vraiment une situation exécrable, plutôt que d'essayer de la nier dans vos émotions, même si ce sont des émotions qui sont douloureuses, parce que souvent ce qu'on renie, c'est forcément des émotions désagréables, voire douloureuses, et bien couchez-le sur du papier, comme ça vous pourrez y revenir, ça ne tombera pas dans ce qu'on appelle l'inconscient même, ou le semi-conscient, mais ça pourra être travaillable, et donc autrement dit ça ne va pas vous créer des problèmes sur le long terme. Donc surtout tenez un journal intime, hein, c'est la meilleure solution pour moi. En tout cas, moi je fais ça tous les jours, j'écris quasi tous les jours en tout cas toutes les semaines. Et honnêtement, c'est une bonne chose, je pense, parce que on peut vraiment revenir en arrière sur pas mal de choses. On peut se libérer l'esprit tout simplement, se libérer la mémoire, et ça nous permet aussi de fonctionner davantage mieux au quotidien, avec moins de tension, moins de pression et moins de problèmes en général de santé. Voilà, donc je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que la prochaine en tout cas va être faite plus rapidement que ce que j'ai fait, parce que je vous avoue que j'ai été pas mal surmenée, enfin au niveau de mon temps c'était vraiment full à tout niveau, et voilà, j'avais vraiment une frustration de ne pas avoir fait de vidéo ici récemment.
Et donc voilà, qui est chose faite. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, continuer de vous abonner à cette chaîne et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, etc. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Vous avez compris que c'est pas toujours évident pour moi, mais j'essaye en tout cas de faire du mieux que je peux. Donc voilà, je vous remercie d'être toujours là et je vous remercie de me laisser tous ces commentaires qui en fait me font très chaud au corps, même si voilà, c'est difficile à avouer ou parce que c'est par écran interposé, mais ça me fait très plaisir que vous soyez là, que vous regardiez mes vidéos, que ça vous serve dans votre vie et j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile et donc pour ça je vous remercie. À très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Bye.